Je voudrais poser une question toute simple, c'est de savoir pourquoi, au terme de 60 ans de développement des systèmes scolaires dans la plupart des sociétés industrielles, modernes et démocratiques, nous avons aujourd'hui un triomphe du populisme, des post-démocraties, des mouvements autoritaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque l'on pensait initialement que l'école était par nature égalitaire, démocratique, progressiste. Qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce que l'école n'est pas, pour une part, responsable de ce que nous vivons aujourd'hui? Alors, je voudrais rappeler, pour démarrer, que l'éducation a reposé, le développement de l'éducation a reposé sur 3 postulats. Le premier, c'était que plus il y avait d'écoles, plus les études étaient longues, plus il y avait de l'égalité des chances, plus il y aurait de la justice sociale. L'école était, par définition, juste. L'école était, par définition, progressiste et égalitaire. Deuxième postulat, c'est que l'école incarnait le règne de la raison, le règne des Lumières, le règne de la culture, le règne de la science et de l'esprit démocratique. L'école était par nature démocratique. Et enfin, le troisième postulat, qui est celui de la société de la connaissance, c'est que plus une société développait son système scolaire, plus elle qualifiait la population et plus la société pouvait se développer, s'enrichir, plus elle accroissait le niveau de compétence. Ce sont les croyances élémentaires du développement scolaire et je fais partie de cette génération de gens qui ont cru que l'école était plus juste, plus démocratique, plus efficace. Voilà. Or, je constate que 60 ans après, ça ne s'est pas exactement passé de cette façon. La première chose, c'est que l'école n'a pas réduit les inégalités sociales, mais elle a transformé le mode de production des inégalités sociales. Bien sûr, la massification scolaire a été un progrès, il y a plus d'étudiants, plus de lycéens, les filles ont partout triomphé grâce à l'explosion scolaire, c'est bien, mais en même temps, on a changé le système de production. Les marxistes auraient dit, on a changé le mode de production des inégalités scolaires. Il y a 60 ans, la naissance déterminait immédiatement l'accès à l'école. Les enfants du peuple allaient dans l'école du peuple, les enfants de la bourgeoisie allaient dans l'école de la bourgeoisie, les filles allaient dans l'école des filles et les garçons allaient dans l'école des garçons. Avec la démocratisation scolaire, tout le monde est entré dans la même école, ou presque la même école, et les inégalités ont été construites selon un système de distillation fractionnée, c'est-à-dire qu'à chaque étape de la scolarité, on va orienter les élèves en fonction de leurs résultats, de leurs compétences. Et au bout du compte, ce nouveau système de production des inégalités scolaires, beaucoup plus juste que le système antérieur, a produit à peu près les mêmes résultats. Ce sont toujours les mêmes qui vont à Harvard, ce sont toujours les mêmes qui vont à l'école normale supérieure, ce sont toujours les mêmes qui vont dans les grandes universités italiennes, et ce sont toujours les mêmes qui n'y vont pas. C'est-à-dire que le mode de production des inégalités a changé, mais le résultat final est à peu près le même, voire
plus mauvais qu'il pouvait être il y a 60 ans. Dans ce mouvement de démocratisation, l'école est devenue un système extrêmement hiérarchisé, extrêmement compliqué, avec des filières, des options, des petites différences qui deviennent, à la fin de la scolarité, de très grandes différences. Par exemple, si en France, un élève choisit l'allemand comme langue vivante, ou s'il choisit l'espagnol comme langue vivante, ils ne feront pas la même scolarité. Or, l'espagnol est une langue largement aussi honorable que l'allemand. Mais scolairement, l'allemand, c'est mieux que l'espagnol. Et on pourrait montrer comment toutes les différences deviennent des petites inégalités qui vont produire de très grandes inégalités. Dans ce contexte, on est sorti du monde, je dirais, du monde de Pierre Bourdieu. Dans le monde de Pierre Bourdieu, les enfants de la bourgeoisie sont élevés naturellement pour réussir à l'école. Les enfants du prolétariat sont élevés naturellement pour échouer à l'école. Mais quand on observe aujourd'hui les pratiques des familles, notamment des pratiques des familles d'enseignants, d'universitaires, de classe moyenne, tout le monde se comporte comme un coach sportif. Tout le monde choisit les inégalités scolaires. Ce n'est plus le résultat naturel des inégalités sociales, c'est un choix stratégique. Et même si nous sommes tous ici favorables à l'égalité scolaire, dès qu'il s'agit de nos propres enfants, nous sommes tous très favorables aux plus grandes inégalités scolaires. Nous choisissons l'établissement, la classe, la langue. Nous choisissons l'inégalité parce que dans un système de masse, la concurrence est devenue extrêmement forte. La conséquence de ce système, c'est que ceux qui échouent à l'école se sentent à la fois intégrés dans l'école et exclus de l'école, et qu'ils éprouvent à l'égard de l'école de la haine, du ressentiment, de la violence, de l'hostilité. L'école n'est plus désirable, elle est la machine qui m'a exclu et qui m'a obligé à penser que j'étais nul. Et la seule manière que j'ai de résister à ce ressentiment, c'est la haine de l'école, la haine d'un système qui m'a rejeté. Je voudrais rappeler que les Brésiliens ont voté Bolsonaro après 10 ans de massification scolaire considérable sous le règne du PT. On a démocratisé l'école brésilienne et tous les enfants de la démocratie scolaire brésilienne ont voté Bolsonaro. Logiquement, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Mais ça s'est passé comme ça. Deuxième paradoxe, c'est que l'école devrait développer les valeurs démocratiques. Or, les sociologues sont face à un paradoxe que les statisticiens appellent un paradoxe écologique. Première observation, plus les individus font des études longues, plus ils sont démocrates, tolérants, libéraux, sympathiques, plus ils sont comme nous. Voilà. Ils sont centre-gauche. Voilà. Ils sont civilisés. Mais le paradoxe, c'est que, en même temps que le taux de scolarisation monte, les sociétés qui scolarisent beaucoup ne sont pas nécessairement plus libérales, plus tolérantes, plus démocratiques, plus centre-gauche. Pourquoi ? Parce que nous avons l'effet d'exclusion
de tous ceux qui n'ont pas été pris dans les valeurs du système scolaire et qui se retournent contre le système scolaire. Au fond, l'école est bonne pour ceux qui y réussissent et elle est mauvaise pour ceux qui y échouent. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Le pays qui a les plus grandes universités, le plus grand système scolaire, a aussi Donald Trump. Excusez-moi. Le pays qui a les plus grandes traditions humanistes, etc., a, je ne sais plus comment s'appelle, le Donald Trump italien. Voilà. On a un contre-effet de ces valeurs. Ils se retournent en hostilité contre la culture scolaire. Le deuxième phénomène, évidemment, c'est le déclin du monopole scolaire de la transmission de la culture. Nous savons tous aujourd'hui que les élèves considèrent que la culture scolaire, elle est scolaire, faite pour sélectionner, et que du point de vue des élèves, la vraie culture, elle est sur les écrans, sur les ordinateurs, et donc l'école n'a plus le monopole de la culture. Au fond, on peut s'apercevoir qu'un pays peut avoir un système scolaire très performant et très efficace, et en même temps qu'il y a une chute de la littératie, c'est-à-dire de la culture élémentaire des citoyens. C'est un peu comme si l'on, pour employer une comparaison, c'est un peu comme si on disait on a construit beaucoup d'hôpitaux, mais l'espérance de vie diminue. Voilà. Eh bien, il s'est passé quelque chose de cet ordre à l'école, où l'on voit aujourd'hui que des pays peuvent avoir des systèmes scolaires très efficaces, très puissants, etc., et en même temps qu'on vit dans le monde des fake news, des croyances irrationnelles, et qu'après tout, on n'est pas obligé de croire que la Terre est ronde. Voilà. Peut-être qu'après tout, elle n'est pas ronde. Il ne suffit plus que l'école dise que la Terre est ronde pour que la Terre soit ronde. Donc, il y a quand même un vrai paradoxe là-dessus, c'est que le projet démocratique, le projet de la raison scolaire, eh bien, d'une certaine manière, n'a pas complètement réussi. Ceci a des conséquences très pratiques, c'est que dans la plupart des pays comparables, le niveau de prestige du métier d'enseignant a beaucoup décliné, et dans un grand nombre de pays, dont le mien, dont la France, on a beaucoup de mal à recruter les enseignants. En tout cas, on a beaucoup de mal à recruter des enseignants qui seraient des bons étudiants. D'une certaine façon, le charme idéologique, moral de l'école a décliné alors que le projet scolaire, au fond, a été réalisé. Troisième effet, c'est que les relations entre... c'est le... Next. Ah, excuse-moi. Voilà. C'est que les relations entre le marché du travail et le marché scolaire se sont relâchées. Bon. Pour le dire d'une autre façon, on constate que partout les études sont rentables, c'est-à-dire que les gens qui ont fait des études ont plus d'emplois, plus d'argent et des emplois de meilleure qualité, mais ce lien est en train de se relâcher dans la plupart des pays, puisque nous avons eu une capacité de produire des diplômes beaucoup plus grande qu'une capacité de produire les emplois qualifiés qui correspondent à ces diplômes. Et on a créé dans beaucoup de pays, dont l'Italie, dont la France, on crée une sorte de prolétariat intellectuel, c'est-à-dire de gens qui ont fait des études en espérant accéder à des emplois qualifiés et qui découvrent bien que les études qu'ils ont faites ne permettent pas d'accéder à ces emplois qualifiés, ce qui a d'ailleurs pour effet
de renforcer la concurrence scolaire, de renforcer les inégalités, puisque chacun a intérêt à creuser les inégalités scolaires pour maintenir l'utilité des diplômes. De ce point de vue-là, la situation s'est complètement renversée entre les années 1960 et aujourd'hui. En 1960, il y a plus d'emplois qualifiés que de diplômés, ce qui fait que des gens comme moi, qui n'étaient pas de très bons élèves, ont pu faire des carrières professionnelles honorables. Et aujourd'hui, on produit plus de diplômes que d'emplois qualifiés, ce qui, là aussi, développe des sentiments ou des ressentiments antidémocratiques, antiprogressistes, des sentiments de frustration, d'être laissé pour compte, et en tout cas, on est devant une grande difficulté. Donc, d'une certaine façon, on pourrait s'interroger sur le fait que ce grand mouvement de confiance dans l'école, pour beaucoup d'individus, a été trahi. L'école n'a pas tenu ses promesses. Elle a obligé les individus à intérioriser leurs échecs scolaires. Si j'ai échoué, c'est de ma faute. Et donc, il y a une faible estime de soi et une grande hostilité à l'égard des élites, des intellectuels, des intelligents, des enseignants, des journalistes, enfin de tous ceux qui seraient censés mépriser les autres. En même temps, on s'aperçoit que la culture scolaire, pour beaucoup de jeunes, devient strictement scolaire, qu'elle n'est plus la culture en général. Et troisièmement, l'utilité des diplômes n'est garantie que pour les vainqueurs de la compétition scolaire. Et donc, les vaincus de la compétition scolaire vont voter mal. Voilà, vont voter mal, parce qu'ils en veulent, ils ont le sentiment d'avoir été trahis. Évidemment, on peut imaginer, je ne pense pas que ni la post-démocratie ni le populisme s'expliquent par l'évolution scolaire, mais je ne crois pas que l'on peut continuer à affirmer sans cesse que le développement de l'école est par nature bon pour la démocratie, pour l'égalité, pour le progrès. Je n'en suis pas convaincu du tout. Et peut-être qu'il faudrait nous interroger là-dessus. En tout cas, il faut bien voir aujourd'hui qu'il y a une réaction à l'égard de l'école qui est une réaction. Alors, l'appeler populiste, c'est difficile parce qu'il n'y a pas vraiment, sur l'école, en France en tout cas, d'intellectuels populistes, mais la rhétorique politique dominante sur l'école est aujourd'hui une rhétorique conservatrice. Le thème qui s'impose dans le débat public, en tout cas dans un pays comme la France, c'est que c'était mieux avant. C'était mieux avant parce que l'école sélectionnait précocement les élèves. C'était mieux avant parce que les maîtres avaient de l'autorité. C'était mieux avant parce que l'école était une école nationale. D'ailleurs, je signale que le leader du parti d'extrême droite français s'appelle Bardella, c'est-à-dire qu'il est italien. Mais il est un Italien devenu encore plus français que les Français grâce à l'école d'autrefois. Voilà. Et donc, on a toute une rhétorique, tout un discours nous expliquant qu'il faut nationaliser les programmes, revenir à des programmes qui racontent une histoire nationale et qu'une histoire nationale, qu'il faut revenir aux cultures traditionnelles, qu'il faut renforcer la discipline, qu'il faut sélectionner les élèves, qu'il faut, s'il fallait tourner la page là, voilà, qu'il faut aussi développer l'école privée, parce que l'école privée, au fond, elle fait mieux et moins cher
ce que faisait l'école publique. Donc je crois qu'aujourd'hui, si on est attaché au thème de notre colloque, qui est de Escuela Democratica, il faut peut-être regarder en face les problèmes qui nous arrivent aujourd'hui, cesser je dirais, de répéter sans cesse que l'école est bonne par nature. Je crois que la première question qui se pose à nous, c'est de savoir ce que nous pouvons faire dans l'école. Et je crois que le premier combat, en tout cas, que je pense qu'il faut mener, c'est nous interroger sur le thème de l'égalité des chances. Le thème de l'égalité des chances, c'est-à-dire que la question qui se pose n'est pas de permettre seulement aux meilleurs de triompher, c'est de savoir ce que l'on fait des vaincus de la compétition scolaire. Je crois que c'est un impératif, car si nous laissons les vaincus de la compétition scolaire dans l'état où ils sont, ils se vengent en votant Salvini. Ils se vengent. Ils se vengent en votant l'extrême droite. Ils se vengent en votant Bolsonaro. Ils se vengent en votant Trump. Ils se vengent en votant Brexit. Ils se vengent parce que, au fond, ils ont l'impression d'avoir été incorporés puis rejetés par le système scolaire. Donc, la priorité pour moi, c'est qu'est-ce qu'on fait des mauvais élèves? Qu'est-ce qu'on fait des élèves faibles? Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne seront jamais les vainqueurs de la compétition scolaire? La deuxième chose, c'est la fin. Hein. C'est une autre? Avant? Oui, encore un autre, voilà. Encore. Voilà. La deuxième chose, c'est de nous interroger sur qu'est-ce que serait une école démocratique. C'est-à-dire une école dans laquelle il y a à... Non, mais c'est pas bon, ça. Non. Non. Voilà. Voilà. Okay. C'est la conclusion. La deuxième chose, c'est ce que serait une école démocratique, c'est-à-dire de savoir comment il est possible de faire que les élèves aient un apprentissage, on va dire, des vertus démocratiques dans l'espace scolaire. La démocratie ne peut pas être simplement un ensemble de principes, c'est un ensemble d'expériences. Et ça serait peut-être, pour les philosophes de l'éducation, la revanche de Dewey sur Durkheim. Enfin, être dans une école de l'expérience scolaire plus que dans une école des principes moraux. Et la dernière chose, c'est que peut-être qu'il n'est pas raisonnable de tout attendre de l'école. Peut-être qu'il n'est pas raisonnable de croire que l'école toute seule peut rendre le monde meilleur. Et j'ai personnellement la nostalgie, je dis ça en petits mots, la nostalgie des bons vieux mouvements sociaux qui ne pensaient pas simplement aux inégalités scolaires, mais qui pensaient que la bonne société était capable de réduire les inégalités sociales avant même que d'entrer à l'école. Or, j'ai l'impression que très souvent, on a tellement cru dans l'école que l'on a fini par oublier le rôle des inégalités sociales. Et vous savez tous dans cette salle que l'école est incapable de neutraliser les effets des inégalités sociales. Donc nous aurions intérêt à avoir des ambitions scolaires plus modestes, mais en même temps à être plus exigeants sur nos capacités de les réaliser. Je vous remercie d'avoir fait l'effort de ne rien comprendre à ce que je...